je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un regard relativement de sympathie sur ces gens-là. On ne fait pas briller trop le fric, on vit bien, d'accord, ça s'arrête là. On s'est rendu compte, évidemment, que on ne pouvait pas les arrêter en flagrant délit. Il s'agissait clairement d'arrêter une bande de braqueurs sous pression qui venait d'empocher un gros butin et qui rentrait le mettre à l'abri à la maison. On peut dire que c'était une superbe équipe. On bouge pas! On bouge pas! Nous avons des renseignements. Il était 9 h ce matin. Un fourgon des PTT pénètre dans la cour de la poste centrale de Strasbourg. Il transporte 8 sacs contenant les pensions, rentes et salaires de plusieurs milliers de personnes. Au total, 11 600 000 francs, soit plus d'1 milliard ancien. Le déchargement s'effectue normalement jusqu'au moment où 6 cambrioleurs interviennent et s'emparent du chargement. Sur place, quelques dizaines de minutes plus tard, les principaux témoins continuaient leur travail. La Poste a perdu 1 milliard. Le 30 juin 1971 a donc lieu le hold-up de l'hôtel des Postes de Strasbourg. Le butin est phénoménal. Pour la première fois en France, les médias vont utiliser le terme de casse du siècle. Mais pour la police, l'affaire est et restera un véritable casse-tête. Le casse de Strasbourg fait en réalité partie d'une extraordinaire série de hold-up, commis par une seule et même équipe. Un groupe d'hommes qui allait porter le braquage à un niveau jamais atteint jusque-là en France. Pour savoir qui étaient ces hommes, il faut se rendre à Lyon. Dans les années 70, Hubert Nivon a été condamné pour 2 hold-up commis sans aucune violence sur les personnes. Complètement réhabilité en 1981 par la Cour d'appel de Lyon, il a autrefois côtoyé les auteurs du casse de Strasbourg. Dans un livre paru en 2003, il revient sur ce hold-up retentissant. Alors il est bien évident que pour une équipe de casseurs à l'époque, Strasbourg c'est vraiment l'apothéose, hein. C'est le maximum qu'on puisse faire, quoi, hein. C'est l'aboutissement de toute une histoire. Parce que peu de gens ont réussi à faire une chose pareille, quoi, hein. Surtout le réaliser dans des conditions extraordinaires, parce que la préparation a été bien faite, la réalisation aussi, pas de violence, rien du tout. Le butin était important, la fuite s'est très bien passée, et en plus ils ne laissent derrière eux aucune trace, rien. Un petit peu comme si des fantômes avaient réalisé le hold-up, quoi, hein. Au début des années 80, La Traque, un téléfilm en 4 épisodes, retrace habilement le casse de Strasbourg et met en scène l'histoire de cette équipe de fantômes cambrioleurs. Aujourd'hui encore, les séquences de La Traque font référence, tant leur similitude par rapport aux faits réels est grande. Mais si Strasbourg sert de point de départ à la fiction, c'est du côté de Chambéry, quelques mois avant le casse du siècle, qu'a réellement lieu ce qui devait être le premier braquage commis par cette équipe de gangsters. Ces garçons connaissaient admirablement les lieux. En effet, le fait a été confirmé par une femme de ménage employée au PTT qui a remarqué que ces garçons, ces 2 malfaiteurs, âgés de 35 à 40 ans, étaient dans les lieux, étaient dans la place depuis très exactement 1 semaine. Et lorsqu'ils ont pris... Le casse de Chambéry, c'est un butin national record, quoi. L'action va durer, mettons, quelques minutes. Le temps de faire jouer l'effet de surprise, hein. Donc on va immobiliser, tétaniser les convoyeurs, le but étant d'éviter les armes, l'usage des armes. Cela dit, attention, ils sont quand même enfouraillés, ils ont un armement très lourd, mais qui est surtout là pour tétaniser, pour impressionner, pour éventuellement s'en servir si ça dégénère. Mais le but, c'est de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et c'est vraiment le prélude de ce qui va se passer pendant 4 ans. Le hold-up de Chambéry laisse alors les policiers perplexes. Ces derniers l'ignorent encore, mais ce braquage est une sorte de répétition générale de ce qui doit être un véritable coup d'éclat. Nous sommes ici devant la poste centrale de Strasbourg
Et c'est par cette porte que sont entrés et sortis, le 30 juin 1971, vers 9 h du matin, les auteurs du hold-up du siècle, de ce qu'on a appelé le hold-up du siècle à l'époque. Alors cette porte, bien entendu, a une importance capitale, puisque c'est ce qui a permis d'entrer dans la poste sans se faire remarquer. Ça avait nécessité une préparation très longue. Environ un mois avant l'opération, donc 2 hommes sont entrés ici, par la porte principale. Hein. Ils ont démonté la serrure. Ils ont enlevé la partie de la serrure qui correspondait à la clé, ils ont enlevé tout le mécanisme et ils l'ont remonté de façon à ce qu'on puisse ouvrir cette porte avec n'importe quelle clé. Comme personne n'a vérifié derrière, ils sont entrés par là avec leur clé, ils sont ressortis avec leur clé. Et si quelqu'un entre-temps avait dû vérifier si la porte fonctionnait, ben, il n'y avait pas de problème puisque n'importe quelle clé pouvait ouvrir. Donc le directeur, le chargé de sécurité aurait pu vérifier et voir que la porte fonctionnait bien, alors qu'en fait tout le monde pouvait l'ouvrir. Voilà, donc ils avaient emprunté des outils de serrurier, tout ça, et au postier qui leur demandait ce qu'ils faisaient là, dans leur tenue, ben, ils disaient qu'ils étaient venus simplement réparer les serrures, comme le leur avait demandé la direction de la poste. « 15 mois d'observation et de préparation vont leur être nécessaires pour tenter ce qui doit être un hold-up parfait. À 5 reprises au moins, 3 membres du commando vêtus de bleu de travail s'introduisent dans le bâtiment. Chaque couloir, chaque porte est ainsi repérée et testée. L'un d'entre eux se laissera même enfermer après la fermeture de l'établissement. Équipé d'une corde, il effectuera une descente en rappel d'une des façades du bâtiment afin d'accéder à un niveau dont l'accès leur a jusque-là échappé. Le 30 juin 1971, un peu avant 9 h, 5 hommes portant des sacs de sport s'introduisent dans l'hôtel des postes de Strasbourg par une petite porte latérale. Et puis on a embarqué les sacs là-dessus. Oui. Les policiers étaient là devant avec le trésor qui était en face là, aussi la camionnette du trésor. Puis le chargement s'est bien passé. Après on est rentré à l'intérieur, on a tout bouclé l'intérieur, on a fermé, on a arrêté le monte-charge et tout. Et puis ma foi, on est allé à l'intérieur, entièrement à l'intérieur. Afin de protéger leur fuite et de retarder d'éventuels poursuivants, un des braqueurs glisse un emballage de bonbons dans la serrure. L'équipe des cambrioleurs disparaît aussi rapidement qu'elle était apparue. Les braqueurs semblent s'être littéralement volatilisés. Jusqu'à aujourd'hui, leur fuite était restée un vrai mystère et le mode opératoire tenu secret. Ils avaient acheté un camion d'occasion, un camion-citerne. Et ce camion, ils l'ont aménagé, ils l'ont nettoyé, mis en état, etc. Et ils sont allés le garer un petit peu plus loin que Strasbourg, dans la tente, avec un chauffeur dedans. Et donc, quand les gens sont sortis de la poste, ils sont montés dans l'estafette. De l'estafette, ils ont rejoint à Plopstein 2 ID-19, dont une ambulance. De ces ID-19, ils ont rejoint le camion un petit peu plus loin. Et là, il y en a un qui a pris le volant du camion. Et les 7 autres sont montés dans la citerne. Et de là, ils sont partis. Donc, ils sont passés par Saint-Dié, dans les Vosges. Et en redescendant, en empruntant les routes du Jura, les petites routes, enfin, etc., pour rejoindre Lyon. Voilà, tout simplement, ils sont arrivés à Lyon dans leur camion, à l'intérieur de leur camion. L'enquête s'annonce donc très difficile. Les seuls éléments dont dispose la police sont les véhicules abandonnés par les braqueurs et un paquet de bonbons Trix retrouvés dans la serrure. Quelques mois après le hold-up de Strasbourg, une étrange série d'attaques à main armée attire l'attention des hommes du commissaire Richard, du SRPJ de Lyon. On avait enregistré depuis le début 70 un nombre considérable de vols à main armée, tous effectués avec une grande détermination, un important armement, et qui, à chaque fois, avaient utilisé des fourgonnettes Renault, à l'époque appelées des estafettes. Le service régional de police judiciaire de Lyon était donc particulièrement sensibilisé sur toutes ces affaires
Et le point d'orgue se situe en août 1971, où les gendarmes de Bourg-en-Bresse reçoivent un coup de téléphone de quelqu'un leur disant « On a pris assez de pognon comme ça, maintenant on part en vacances, mais on est obligé de laisser une estafette devant telle banque, allez la chercher parce qu'il y a des armes dedans et on ne veut pas que des enfants viennent se blesser. » Ouvrez une estafette sur le parking, en face de la poste. Allez-y vite, elle est bourrée d'armes. Si des gosses jouent avec, ça peut être dangereux. Qui vous êtes, monsieur? Moi, je pars en vacances, alors j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire, on éclate de rire et on raccroche. Les gendarmes se rendent devant la banque en question à Bourg-en-Bresse. On découvre une estafette et alors là, c'est une véritable fourgonnette atelier comme en ont les plombiers. Sauf qu'il s'agit là de râteliers pour armes, les munitions, on a même des bombes d'air comprimé avec des produits de façon à vite réparer un pneu provisoirement s'il a été atteint pour une raison ou pour une autre et qu'il est crevé. On a des fausses moustaches, on a des fausses lunettes, des masques, et y compris évidemment la pharmacie d'urgence. Enfin bref, un ensemble d'objets que l'on ne trouvait à ce moment-là jamais. Et donc, ça a été d'abord le gang des estafettes, puisqu'on n'avait pas de nom derrière. Nous sommes certains qu'il est mort. C'est-à-dire que l'inculpation de séquestration va être modifiée par une inculpation de... C'est à ce moment-là que le juge François Renaud commence à s'intéresser à l'affaire. À cette époque, Lyon connaît des heures sombres, et les affaires judiciaires qui secouent la ville entraînent l'arrivée de nouveaux policiers au commissariat central de la rue Vauban. Georges Nicolai a alors 30 ans lorsqu'il arrive à Lyon. C'était une ambiance délétère, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais vu un tel degré de banditisme sur la ville de Lyon et sur les environs. À tel point que des journalistes étrangers, venus en reportage, avaient qualifié Lyon de capitale du crime. Donc, série de hold-up, affaires de proxénétisme, raquettes, enlèvement d'enfants. Vous aviez en face une police qui était quand même diminuée. Diminuée pourquoi? Parce qu'il y avait des affaires retentissantes dans lesquelles la police urbaine avait été impliquée, où des policiers avaient été accusés de proxénétisme. Donc on se retrouvait avec une police très affaiblie et de nouveaux cadres qui arrivaient, de nouvelles équipes de policiers qui arrivaient et qui connaissaient peu cette ambiance et ce milieu. Donc beaucoup de travail. Et c'est pourquoi, pendant un certain temps, nous avons piétiné, nous n'avons pas de